Bonjour, alors dans cette présentation, nous allons faire un bref rappel de l'analyse et de la synthèse de fonctions combinatoires. Voici les sujets qui sont couverts pendant cette vidéo. Tout d'abord, on va regarder les variables booléennes et les valeurs logiques, puis les fonctions qui peuvent opérer sur ces variables. On va regarder les différentes portes logiques, les tables de vérité et la simplification d'expressions booléennes. Ensuite, on va considérer le problème de l'analyse d'un circuit combinatoire et finalement celui de la conception d'un circuit combinatoire. Donc tout d'abord, les variables booléennes représentent des états, des quantités qui peuvent prendre l'une de deux valeurs. Il y a une équivalence directe entre le monde booléen et le monde binaire. Donc, dans le monde booléen, on va parler de deux états différents, le vrai et le faux, alors que dans le domaine binaire, on va parler du 1 et du 0. En général, on associe le 1 à la valeur booléenne vraie et le 0 à la valeur fausse, quoique ce n'est pas toujours nécessaire, et parfois le contraire peut être utile. Par exemple, dans le cas d'une lampe, on pourrait dire qu'une valeur logique vraie correspond à la lampe allumée. Dans le cas d'une tension électrique, on pourrait déterminer qu'une tension basse correspond à la valeur booléenne fausse. Et dans le cas d'un signal comme une alarme, on pourrait dire que l'alarme activée correspond à une valeur logique vraie. Donc, à partir des variables booléennes, on peut définir des fonctions booléennes. Les trois fonctions booléennes de base sont l'inversion, ou le non, la conjonction, le et la disjonction, c'est-à-dire le ou. Chacune des trois fonctions a une notation algébrique. Par exemple, pour la conjonction, on va dire f est égal à a, b, où on implique finalement un produit, bien que ce ne soit pas le même sens que le produit dans le sens de multiplication. Pour la disjonction, on utilise le symbole plus. Donc on va dire f est égal à a plus b ou f est égal à a ou b. Chacune des trois fonctions de base a un symbole associé qui sont montrés sur la diapositive. Chacune des fonctions de base a aussi une table de vérité qui montre la relation entre l'entrée ou les entrées et la sortie. Donc si on regarde les trois tables de vérité, pour la négation, aussi connue sous le nom inversion, quand l'entrée est 0, la sortie va être 1. Quand l'entrée est 1, la sortie va être 0. Pour la fonction logique et, la variable de sortie, le signal de sortie aura une valeur vraie seulement dans un cas, quand les deux entrées sont à 1, ici. Dans les trois autres cas, la sortie est 0. C'est-à-dire qu'il faut que les deux entrées soient vraies, ou ici on a choisi la valeur 1, pour que la sortie soit aussi considérée comme étant vraie. Pour la fonction OU, eh bien, présentement, il y a seulement un cas où la sortie sera 0, c'est quand les deux entrées sont à 0. Du moment qu'une des deux entrées est à 1, la sortie de la fonction est un 1. On peut définir plusieurs fonctions booléennes dérivées des trois principales. Chacune, on peut lui associer un symbole et aussi une table de vérité. La diapositive ici en montre plusieurs. Par exemple, on devrait définir la fonction identitaire qui correspond finalement à ne faire aucun changement à l'entrée. On peut prendre la fonction ou logique et le et logique et leur ajouter une bulle à la sortie pour faire respectivement les fonctions non ou et non et. Une fonction un peu plus intéressante et plus complexe et qui se présente souvent dans les fonctions arithmétiques est le ou exclusif, représenté par un plus entouré d'un petit cercle, ici. Donc, si on fait la table de vérité de la fonction ou exclusif, elle est comme suit. Il faut que la sortie va être 1 dès que les deux entrées sont différentes. Donc, quand on a 0, 0, la sortie est 0. Quand on a 1, 1, la sortie est 0, 0 aussi. Du moment qu'une des deux entrées est à 1 et l'autre est à 0, la sortie est 1. Le contraire de la fonction ou exclusif, qui est aussi appelée la coïncidence ou l'équivalence, c'est qu'on note souvent par le symbole x nord, exactement le contraire du ou exclusif, c'est-à-dire on va avoir un 1 quand les deux entrées sont égales et un 0 en d'autres cas. Dans le cas de la fonction non ou, ça va être exactement l'inverse de la fonction ou, c'est-à-dire que quand on avait un 1 dans le cas où au moins une des entrées était à 1, on va maintenant avoir un 0.
Et puis, dans le cas où les deux entrées sont à 0, la fonction OU nous retourne normalement un 0, mais dans ce cas-ci, ça va être un 1. De façon similaire, pour la fonction non et, on se souvient qu'on avait une sortie vraie quand les deux entrées sont vraies. Donc là, on inverse cette condition. Ici, ça nous donne un 0. Et puis, du moment qu'on a une des deux entrées qui est à 0, la fonction et nous donne une valeur 0. Une fois qu'on inverse le tout, ça nous fait donc un 1. On peut aussi, aux différentes portes logiques, leur ajouter une inversion à l'une ou à plusieurs de leurs parts d'entrée et de sortie. Par exemple, si on prend une fonction logique OU, comme ça, et qu'on ajoute un inverseur à l'une de ces deux entrées, on obtient l'équivalent de ce qui est montré ici, en haut à gauche. C'est-à-dire qu'on place une bulle sur l'un des parts. On peut aussi, bien sûr, ajouter plusieurs signaux d'entrée à une porte logique. Ici, on a un exemple avec 4 entrées, puis un autre exemple avec 3 entrées. On peut avoir autant d'entrées qu'on veut à une porte logique. Les tables de vérité sont utilisées pour comprendre le comportement de différentes fonctions logiques. Une table de vérité énumère toutes les combinaisons possibles d'entrées de la fonction. Pour une fonction à 3 entrées, on aura 8 rangées à la table de vérité. Pour une fonction à 4 signaux d'entrée, on aura 16 rangées à la table de vérité, ou 16 cas possibles. De façon générale, il y a 2 à la n entrées pour 2 à la n rangées, pour une fonction logique avec n entrées. Sur la diapo, on voit 3 exemples de fonctions logiques, la fonction g qui a 3 entrées, la fonction f qui n'a qu'une seule entrée et la fonction h qui a 2 entrées. Par convention, on organise les rangées, les combinaisons d'entrées dans un ordre binaire numérique croissant. Une table de vérité peut aussi avoir plusieurs sorties et non pas une seule. À ce moment-là, on aurait une table combinée pour plusieurs fonctions logiques. Donc, étant donné une fonction booléenne, pour remplir la table de vérité, on peut y aller de façon méthodique. Donc, par exemple, dans la première fonction qui est montrée, on a f est égal à a' plus ac' plus bc plus ab. Donc, on peut tout simplement regarder chacun des termes et remplir la fonction logique pour chacun des termes où la fonction doit prendre une valeur vraie. Donc, dès que a est à 0, la fonction logique f va être vraie. Donc, le premier terme ici, a'. Donc, on regarde la fonction, on regarde les combinaisons, et dès qu'on a un 0 dans la colonne A, on peut placer un 1 pour la sortie. Ensuite, on peut passer à un deuxième terme, par exemple A, B. Dès que A et B seront à 1 en même temps, la fonction aura une valeur vraie. Il y avait déjà, voilà, il y avait 2 cas où ça s'applique. La même chose pour BC. Dès que B et C sont à 1, on peut mettre un 1. Ce cas ici, on l'a déjà couvert. Et le dernier aussi, on l'a déjà couvert. Finalement, AC' nous produira une sortie vraie quand A est à 1 et C est à 0. Et il y a un cas ici, comme celui-là, et celui-ci, on l'a déjà couvert. Il ne reste qu'un seul cas qu'on n'a pas couvert, donc on lui donne la valeur 0. Quand la fonction logique est présentée sous la forme d'un produit de somme, bien là, on doit fonctionner de façon contraire. C'est-à-dire, chacune des sommes va nous donner une occasion où la fonction logique pourrait prendre la valeur 0. Donc, si A plus B' ici nous donne une valeur de 0, on sait que l'ensemble de la fonction sera à 0. Donc, pour que A et B' A plus B' nous donne 0, il faut que A soit 0 et que B soit 1. Donc, on a ce cas-là ici. A0 et B à 1 en même temps. Ensuite, le deuxième produit, B plus C, pour que ça donne 0, il faut que B soit 0 et C soit 0 aussi. Donc ici, j'ai ce cas-là ici, et on en a un deuxième ici. Pour le troisième produit, il faut que A soit 0 et que C soit à 1. Donc on a ce cas-là ici, et on avait un autre cas ici qu'on a déjà couvert.
Donc, dans les trois autres cas, la fonction logique aura une valeur de 1. Le processus contraire est souvent nécessaire, c'est-à-dire qu'on a une table de vérité et on veut obtenir l'équation correspondant à la table de vérité. Donc, dans ce cas-là, une approche usuelle consiste à énumérer les min-termes de la fonction, qui sont des produits de variables d'entrée, et en faire la somme de ces min-termes. Donc, dans le cas de la fonction f qui est montrée sur la diapositive, on a un premier min-terme ici, c'est-à-dire une première occasion où la fonction prend la valeur 1. Ce min-terme correspond à la combinaison 0, 0, 0 des entrées qu'on encode sous la forme A', B' et C', qui est montré ici. Le deuxième min-terme de la fonction qui rend la fonction vraie est ici, et ce terme correspond à A', B' et C. C, bien sûr, n'est pas prime parce que la valeur est de 1 dans la table de vérité. Ce terme est ici dans l'équation. La troisième possibilité pour que la fonction prenne la valeur 1 est montrée ici, et on a alors le min-terme A, parce que A a une valeur de 1, B, parce qu'on a un 1 ici, et C' ici. Donc, on peut exprimer la fonction f sous une somme de produits. Il est aussi possible d'exprimer la fonction f sous une forme de produit de somme, et alors on considérerait les zéros de la fonction. Une autre étape qui est nécessaire souvent avant de réaliser le circuit en matériel, c'est de simplifier l'équation booléenne qui nous intéresse. Donc, il y a au moins trois approches pour faire la simplification des équations booléennes. La première consiste à appliquer des règles et des théorèmes d'algèbre booléenne. La deuxième, qui est une méthode graphique très populaire, consiste à utiliser des tables de Carnot. Et la troisième, une méthode qui se prête bien à l'automatisation, est la méthode de Quine-McCloskey. Donc, on va ici illustrer un cas très simple avec une table de Carnot pour un cas à deux variables. Donc, les deux variables sont a et b. La fonction f est montrée sur la diapositive. On remplit tout d'abord la table de Carnot, on l'adresse en montrant tous les cas possibles des combinaisons d'entrée dans une grille à deux dimensions. Le premier terme, a'b', donc, correspond à un cas où la fonction les deux entrées sont à 0, a et b, et la fonction à 1. Donc ici, on a a et b qui sont les deux à 0, et on place un 1 dans la table. Le deuxième terme, a'b', correspond à un cas où a est égal à 1 et b est égal à 0. On va retrouver ce terme ici, dans la case numéro 2. Le troisième terme où la fonction est vraie, ab, est ici, et correspond, celui-ci, au terme numéro 3, c'est-à-dire que A et B sont à 1 simultanément. La prochaine étape pour résoudre la table de Carnot consiste à former des groupes de 1 dans la table, des groupes les plus grands possibles, des groupes qui sont convexes, soit des groupes de une case, 2 cases, 4 cases, 8 cases ou 16 cases selon la taille de la table. Donc ici, on peut former deux groupes, chacun de 2 cases, où la fonction a un 1, et on doit s'assurer de couvrir tous les 1 de la fonction. Donc dans ce cas-ci, l'ellipse bleue représente le terme A, c'est-à-dire que A est vrai dans l'équation. Et puis, le deuxième terme, celui qui est en rouge, correspond à B', qui est ici. Donc maintenant, on a réussi à simplifier l'équation A'B' plus AB' plus AB par la formule B' plus A, qui est en effet beaucoup plus simple. Les étapes qui sont montrées ici donnent le même résultat, mais elles utilisent des règles d'algèbre booléenne pour arriver au même résultat. On passe maintenant au problème de l'analyse d'un circuit logique combinatoire. Le processus d'analyse consiste à prendre un circuit et à en donner les équations booléennes, ou du moins la table de vérité. Et on peut identifier 4 étapes au processus d'analyse. La première étape consiste à identifier les entrées et les sorties et les placer dans une table de vérité, ce qui a été fait sur la diapositive. On identifie ensuite les signaux intermédiaires, puis en troisième étape, on écrit les équations booléennes des signaux intermédiaires et des sorties. Dans l'exemple qui nous intéresse, pour le signal T1, on a l'équation x ou exclusif y. Pour T2, on a x et logique y. Pour T3, on a Cin et logique T1. On remplit ensuite la table de vérité avec les valeurs correspondantes à ces trois équations.
Pour T1, il faut que X et Y soient différents pour qu'ils soient vrais. Donc ici, on a 0, 0. On a X et Y qui sont différents, ce qui va donner un 1. Ici et ici. Et finalement, 1 et 1 qui sont pareils, donc on a des 0. Pour T2, il faut que X et Y soient égaux tous les deux à 1 en même temps. Il y a seulement 2 cas où ça se produit, ici, et le reste de la table est à 0. T3, il faut que Cin et T1 soient à 1 en même temps. On regarde, on inspecte la table, et ça se produit ici et là. Les autres combinaisons correspondent à une valeur de 0 pour T3. On trouve ensuite l'équation pour S qui est égale à Cin ou exclusif T1 et pour Cout qui est égal à T3 ou T2. On remplit ensuite les deux colonnes correspondantes. Bon, pour Cin ou exclusif T1, il faut que Cin et T1 soient différents. Donc Cin et T1 différents. Pour S, ici on a 0. Dans ce cas-ci, on a un 1. Ici sont différents aussi. Là sont pareils. Différents, pareils, pareils et différents. Pour Cout, il faut que T3 ou bien T2 soient à 1. On a un cas ici, un autre cas, un cas ici, et des 0 ailleurs. Le problème intéressant, bien sûr, consiste à concevoir un circuit de logique combinatoire. Donc, habituellement, c'est un problème évidemment beaucoup plus difficile que celui de l'analyse d'un circuit combinatoire. On va partir tout d'abord d'une spécification, il faut bien la comprendre, et de la spécification, en arriver à un circuit de porte logique qu'on pourra implémenter dans un système numérique. Donc, 4 étapes pour la conception d'un circuit logique combinatoire. La première, c'est d'identifier les entrées et les sorties à partir de la conception. La deuxième consiste à composer la table de vérité. La troisième, à écrire les équations booléennes à partir de la table. Une quatrième étape, qui peut être facultative, est de réduire les équations booléennes. Et finalement, de donner le circuit correspondant. En guise d'exemple, considérons le problème de contrôler une lampe, un avertisseur dans une voiture, qui doit s'allumer quand la clé de contact est en place et que la ceinture de sécurité de la personne n'est pas attachée. Donc, nos entrées, il y en a deux, la clé et la ceinture, et on a une sortie qui est la lampe. La deuxième étape, donc, consiste à remplir la table de vérité. On voit sur la diapositive que quand la clé de contact est à 1 et que la ceinture n'est pas attachée, à ce moment-là, la lampe doit s'allumer. Et dans tous les autres cas, la lampe doit rester éteinte. On peut donc écrire l'équation qui correspond à cette condition-là. C'est donc clé et logique, ceinture, prime. Ce qui est écrit ici à l'étape 3. Bien sûr, dans ce cas simple-ci, on peut se demander pourquoi avoir fait une table de vérité. C'est un exemple d'un cas très simple. Quand on a 3, 4 ou 5 variables et des conditions spéciales, il est très utile d'utiliser une table de vérité. On va maintenant considérer un problème un peu plus complexe, celui du vote. C'est-à-dire qu'on veut découvrir quand il y a une majorité d'entrées qui sont vraies ou à 1, et dans ce cas-là, la sortie doit être à 1. On imagine un comité de personnes où ils veulent établir quand il y a une majorité de personnes qui ont voté en faveur d'une proposition, par exemple. Donc la première étape consiste à identifier les entrées et les sorties du système. Donc dans ce cas-ci, nos entrées, il y a 4 personnes, on va choisir les variables A, B, C et D pour les entrées, et pour la sortie, on va choisir la variable F. La deuxième étape consiste à composer la table de vérité. Donc la table de vérité a été dressée ici, il y a 4 entrées, donc il y a 16 combinaisons possibles d'entrées. La table de vérité sur la diapositive a été dressée de façon que les entrées soient placées en ordre numérique croissant. On doit maintenant remplir la table de vérité. Alors, il faut retourner maintenant à la spécification, puis on se dit, la sortie doit être vraie quand il y a une majorité d'entrées, au moins 3 personnes sur 4 ont voté pour un amendement. Donc, on peut tout de suite voir que dès que les 4 personnes votent pour l'amendement, la sortie doit être à 1. Mais aussi, quand il y a au moins 3 personnes qui votent
pour l'amendement. Et on a donc 1, 2, 3, 4 et 5 cas où la sortie de la table de vérité doit prendre une valeur de 1. Tous les autres cas, la table de vérité doit prendre une valeur, on doit indiquer une valeur de 0 pour montrer que la fonction prend une valeur de 0. Donc, la prochaine étape consiste à écrire les équations booléennes des sorties. Donc, comme on a fait tantôt, on va regarder la table de vérité pour les cas où la fonction booléenne prend une valeur de 1 et donner le min-terme correspondant. Donc, on a pour ce min-terme-ci A', B, C et D, qui correspond à ce 1. À ce 1, on a le terme A, B', C, D. Dans ce cas-ci, on a A, B, C', D. Pour ce terme, on a A, B, C, D'. Et finalement, pour le dernier terme, on a A, B, C et D. Et la fonction logique est égale à la somme des 5 min-termes. Ce qui est montré sur la diapositive ici. La prochaine étape consiste à réduire les équations booléennes. La diapositive montre comment réaliser cette simplification à l'aide de théorèmes de la logique booléenne. On aurait pu aussi prendre une table de Carnot et cela est laissé à exercice, comme exercice. La fonction, une fois simplifiée, consiste en seulement 4 termes, BCD plus ACD plus ABD plus ABC. On aurait pu déduire cette équation directement à partir de la spécification, en réalisant qu'il fallait qu'il y ait au moins 3 des 4 personnes qui votent pour un amendement. Et donc, les 4 combinaisons possibles sont celles qui donnent finalement l'équation. Donc, à partir de l'équation, on peut maintenant dessiner le circuit correspondant. Une façon compacte de faire un dessin consiste à placer les entrées au haut du dessin et faire une ligne verticale pour chacune des entrées. Ensuite, on a 4 min-termes, donc on a besoin de 4 portes logiques et à 3 entrées chacune, et on place un point noir montrant la connexion entre une entrée, un des signaux d'entrée et une des entrées de porte logique. Donc cette porte logique-ci réalise le terme ABD, alors que celle qui est en bas réalise le terme BCD, et ainsi de suite. Une porte logique OU à 4 entrées combine les 4 termes pour nous donner la fonction logique résultante. On comprend alors qu'il y a une équivalence directe entre la table de vérité, l'équation booléenne et le circuit logique. De la table de vérité, on a obtenu l'équation. De l'équation, on a obtenu le circuit logique. On aurait pu aussi obtenir l'équation à partir du circuit logique et on a vu comment obtenir la table de vérité à partir de l'équation. Plus difficile serait de passer directement de la table de vérité au circuit et vice-versa, mais ça pourrait être possible aussi. Donc on réalise que les 3 représentations, la table de vérité, l'équation booléenne et le circuit, sont 3 représentations d'une même construction de l'esprit. Une même fonction booléenne à 4 entrées et qui établit une relation finalement entre les 4 entrées et un signal de sortie. Il n'y a pas vraiment une des 3 représentations qui contient plus d'informations que les autres. On est d'accord cependant qu'il pourrait y avoir plus d'une équation qui correspondrait à la table de vérité et au circuit, et définitivement il pourrait y avoir plus d'un circuit qui correspond à une équation et à une table de vérité. Donc, dans cette vidéo, on a vu un bref rappel des variables booléennes et des valeurs logiques. On a vu les fonctions booléennes qui peuvent opérer sur ces variables et valeurs. On a regardé différentes portes logiques, des tables de vérité de fonctions. On a ensuite considéré les problèmes concrets d'analyser un circuit combinatoire et surtout celui de concevoir un circuit combinatoire. Donc cette courte vidéo était seulement un bref rappel. En principe, vous avez vu tous ces principes dans un premier cours de système numérique. Et donc, le but était uniquement de faire un rafraîchissement de vos connaissances. Merci.